Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Nous ferons le tour de l'actualité comme à l'accoutumée, mais nous entrerons aussi de plein pied dans la vie d'un parti politique. Nous le scruterons pour en connaître les enjeux, l'idéologie, la raison d'être et les ambitions. Fiou Dodobani, bonsoir. Bonsoir. Il est le président d'un parti méconnu ou inconnu du grand public. Vous êtes peut-être pas nombreux à avoir déjà entendu parler de ce parti, le Parti Orange. Il est architecte de formation. Il est le patron d'un cabinet d'architectes florissant, candidat député provincial commune de Ngalema dans la capitale Kinshasa. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Le Parti Orange, c'est l'un des derniers nés des partis politiques en République démocratique du Congo. Vous l'avez mis en place à la veille des élections de 2011. Un parti politique qui naît à la veille des élections. C'est pourquoi faire? C'était peut-être une coïncidence parce qu'il y avait les élections pendant cette période, mais le parti est né par rapport à notre idéal, par rapport à notre rêve, par rapport à nos ambitions, et que les moments étaient arrivés justement pour que ce parti naisse. Et c'était ces moments-là. Mais ces moments coïncidaient avec les élections qui devaient avoir lieu au mois de novembre 2011. Donc le parti est né en juillet 2011, donc depuis lors. Pendant 2 ans, nous étions dans l'essence de recrutement et depuis 2013, nous sommes vraiment opérationnels et aujourd'hui, nous sommes opérationnels au point que nous avons même aligné des candidats députés provinciaux pour les élections que nous allons avoir. Vous avez recruté, vous en avez déjà combien? Les nombres, nous sommes une multitude, vraiment une multitude. Aujourd'hui, si nous devons avoir une activité dans la ville de Kinshasa, sans trop d'efforts, on peut facilement réunir 30, 40 000 personnes, même 50 000 personnes sans difficulté. Alors, dans les manifestations des partis politiques, il y a les militants, il y a les sympathisants, il y a aussi les curieux. Vous comprenez, l'environnement qui est nôtre, même dans les classes politiques, dans la classe politique actuellement, si vous voyez la majorité, vous voyez l'opposition, ces regroupements n'est même pas fonction d'idéologie. Ce sont des regroupements qui sont d'une médiocrité parce que c'est autour de personnes, vous comprenez. Donc l'environnement qui est nôtre a beaucoup de réalités qui font qu'on est appelé à nous appuyer d'abord sur ceux qui adhèrent par rapport à leur cœur, par rapport à leur militantisme, par rapport à leur attachement pour soutenir et voter et accompagner. C'est la chose la plus importante parce que vous pouvez avoir dans un parti politique quelqu'un qui a sa carte, mais quand à la fin il va voter une autre personne, donc ce n'est pas utile. La réalité, la personne doit être convaincue et aller soutenir toutes les idées, toute votre vision, pour qu'à fin de compte, vous soyez en mesure de le matérialiser dans l'exercice du pouvoir. Je vais peut-être poser la question autrement. Combien de cartes déjà vendues? C'est en ces termes. Au stade actuel, nous n'avons pas lancé l'opération de vente de cartes. Nous avons des fiches d'adhésion jusqu'à présent. À partir du mois de juin, nous allons procéder par la vente de cartes parce que nous avons ciblé une catégorie de personnes et nous voulons qu'ils comprennent notre idéologie, qu'ils nous comprennent à fond. Ce n'est qu'après que nous allons régulariser tout ce qui est administration, tout ça. Pour l'instant, nous voulons que notre façon de réfléchir, notre façon de faire soit comprise par la population et nous sommes satisfaits parce que par rapport à notre plan, notre façon de faire est compris, notre discours est compris, accepté également. Et dans les jours qui viennent, d'une manière administrative, nous allons réglementer toutes ces choses. Avant d'en arriver à ce que vous dites aux Kinois, aux Congolais pour les convaincre, on va s'arrêter un tout petit peu sur ce choix. Pourquoi l'opposition? L'opposition n'est pas un choix, c'est une réalité dans le sens que l'exécutif actuel ne nous convainc pas et la façon d'agir, de faire de l'exécutif actuel n'est pas la nôtre. Par conséquent, nous sommes alliés de l'autre côté. Notre opposition n'est pas une opposition parce que nous l'avons choisie, c'est parce que notre rêve, notre idéologie, notre façon de faire ne coïncide pas avec l'actuel.
Nous avons une vision. Notre vision, c'est que le rêve du Congolais devienne une réalité et que chacun croit à son devenir et au devenir de cette nation. Nous avons une façon d'implémenter cette vision. Il y a 3 axes. Premier axe, c'est que nous voulons implémenter un leadership que nous appelons du nouveau genre, utile et transformateur. Nous constatons qu'actuellement, il n'y a pas ce leadership utile et transformateur parce que le leadership actuel ne communique pas, ne donne pas à la population ce dont il a besoin. Donc, il faut implémenter cette nouveau leadership du nouveau genre. Deuxième chose, nous croyons que dans ce pays, il faut qu'il y ait ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence. Il faut que le renouvellement de l'intelligence se fasse parce que nous avons toujours eu dans ce pays des hommes très intelligents. Mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Parce qu'il y a un problème. Les gens devraient avoir un autre esprit, un esprit qui devrait les conduire à faire le bien. Parce que malgré toute l'intelligence que nous avons dans notre pays, tous les projets qui se développent, mais le bien, la transformation réelle ne se fait pas. Et troisième axe, troisième chose, l'implémentation justement de notre projet de société autour de notre idéologie que nous appelons les réfondismes. Ces réfondismes, cette idéologie s'articule autour de 7 points cardinaux qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la patrie, l'amour du travail, le respect des temps, le respect de l'environnement et l'essence de l'héritage. Pourquoi l'essence de l'héritage? Parce que l'heure est arrivée où nous devons tous nous lever et bâtir le Congo de nos enfants. Actuellement, les gens réfléchissent par rapport au présent, mais les gens ne réfléchissent pas par rapport à nos enfants. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être critiquer le père de l'indépendance, leur dire qu'à telle ou telle période, il ne fallait pas nous léguer l'indépendance, il fallait nous léguer sous la colonisation belge, tout ça, parce que la situation est catastrophique aujourd'hui. Mais nos pères de l'indépendance ont lutté, ils ont travaillé, ils se sont battus dans des contextes tout à fait difficiles, ils nous ont légué l'indépendance. Mais nous, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Madame, Orange n'aimerait pas être parmi les lâches de ce pays. Orange aimerait léguer à nos enfants un Congo qui soit meilleur. Voilà pourquoi nous sommes levés, pour que nous puissions bâtir justement le Congo de nos enfants autour de notre idéologie, autour de notre rêve, malheureusement qui ne coïncide pas, qui ne marche pas de pair avec l'exécutif actuel et nous nous retrouvons dans l'opposition. Alors, vous êtes architecte, je l'ai dit en début d'émission, et c'est votre job, c'est ce métier qui vous nourrit. Hein. Je vais reprendre cette expression très populaire. C'est un métier qui nourrit son homme. Et pourquoi avoir opté pour vous lancer en politique? Vous savez, la politique, c'est la gestion de la cité. N'est pas faire quelque chose dans les contextes actuels. En fait, c'est faire ce qu'on appelle une non-assistance en personne en danger. Le Congo est en danger. Et tout Congolais qui a une vision, qui a un rêve pour ce pays, est appelé de se lever pour une transformation réelle. Et en tant qu'architecte, Dieu m'a fait grâce que je sois architecte. Et en tant qu'architecte, par rapport à la conception du projet, j'ai la facilité de ramener du réel et les rendre réel. De par ma formation, parce que je conçois un projet qui est immatériel, mais je suis obligé de matérialiser ce projet. Moi, je vois dans la tête, mais tout le monde ne voit pas encore ce projet. Un projet que moi, je vois réel et vivant dans la tête. Alors, je pense que cela m'a facilité la tâche de voir un Congo nouveau, un autre Congo. Un Congo où la population ne va plus pleurer. Un Congo où les jeunes seront dans la joie d'étudier parce qu'ils savent le cadre sera déjà... C'est à partir de quelle étape de votre vie que vous avez décidé de créer un parti politique d'opposition, alors que pendant longtemps, vous avez travaillé sur des projets au sein du BCECO, financé par la Banque mondiale. Vous avez travaillé avec les institutions en place, tout de même. Ce sont les institutions de la République, ça n'appartient à personne. Donc, c'est ça encore une médiocrité. On ne peut pas lier les institutions à une catégorie. Non, il n'y a pas de déclic parce qu'il y a une vision. La vision, nous voulons l'implémenter. Nous avons conçu la vision et nous avons conçu notre plan. Mais la coïncidence, c'est que ces plans ne marchent pas avec les fonctionnements actuels. Nous nous sommes retrouvés dans l'opposition. L'opposition, ce n'est pas un choix que je suis de l'opposition. Mais la méthode de gestion, la façon de faire ne va pas de pair avec l'actuel. Le jour où nous allons être au pouvoir, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont se dire que la façon
que Orange est en train de gérer ne coïncide pas avec l'autre, ils seront dans l'opposition. Ce n'est pas un problème de se retrouver dans l'opposition parce que chaque Congolais a la responsabilité, a le droit, a la possibilité d'implémenter sa vision pour le devenir meilleur de notre peuple. Alors, Orange est dans quel regroupement? Quelle coalition? Orange est dans les regroupements Orange, nous sommes une opposition Orange, nous sommes une opposition qui est inscrite dans le cœur du Congolais. Nous sommes en train d'implémenter notre identité en tant qu'Orange par rapport à notre vision et nous avançons, nous sommes en contact en bon terme avec tous les amis qui sont dans l'opposition, mais nous n'avons pas un engagement quelconque avec une quelconque coalition. Pourquoi ça? Parce que c'est notre plan pour l'instant. Nous marchons par rapport à notre plan. On ne marche pas en tâtonnant. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, madame, a été conçu, planifié et nous exécutons. Et tout ce que nous exécutons est à 99% prêt par rapport à nos prévisions. Et nous sommes satisfaits jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce qu'on ne vous a pas invité? Ça vous avez été invité? Ça n'a rien à voir avec l'invitation. À une coalition? Ça n'a rien à voir avec l'invitation. Beaucoup de gens qui font même de bruit dans ces différentes coalitions n'ont même pas de base qu'Orange a. Donc ça n'a rien à voir avec une quelconque invitation, une quelconque adhésion. Nous avons notre plan stratégique opérationnel que nous sommes en train d'implémenter et nous allons lentement mais sûrement et nous allons y arriver par rapport à nos prévisions. Bref, Orange n'a pas de copains, ni dans l'opposition, ni dans la société civile? Orange a de bons rapports. Pas de partenaires dans la société civile? Orange a ses partenaires Orange qui sont dans Orange et nous avons de bons contacts avec les différents leaders de l'opposition et nous avons des bons rapports avec tout le monde, mais Orange, c'est une opposition Orange. Une opposition qui est inscrite dans le cœur du Congolais. Parce que, madame, aujourd'hui, chaque Congolais a besoin d'un changement. Chaque Congolais veut que son devenir devienne meilleur. Et nous nous alignons dans cette opposition inscrite dans le cœur du Congolais par rapport à notre projet de société. Et nous travaillons comme tel. Parce qu'au stade actuel, nous ne voulons pas encore embrouiller notre vision par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Okay. Je prends un exemple. Lors des concertations, les opposants s'étaient réunis d'abord à Limité, puis à Fatima pour faire le point sur le cahier de charge, sur la feuille de route. Vous y étiez ou pas? Nous avons répondu à l'invitation, on a délégué les gens là-bas. Mais on n'a pas pris part aux concertations parce que la concertation à cette époque-là, nous l'avons dit, que ça ne valait pas la peine qu'il y ait cette concertation. Aujourd'hui, ça confirme notre point de vue parce que tout le monde reconnaît, réclame le dialogue aujourd'hui. C'est une affirmation officielle que les concertations étaient un échec. Parce que si les concertations étaient une réussite, il n'allait pas avoir nécessité de dialogue aujourd'hui. Donc ça confirme notre point de vue parce que nous avons dit à l'époque que les concertations qui étaient organisées à l'époque n'avaient pas des raisons d'être organisées parce que les institutions fonctionnent. Les institutions fonctionnent, on n'avait pas besoin d'avoir toutes ces concertations-là. La preuve, on revient à la case de départ aujourd'hui. Un dialogue se prépare. Joseph Kabila, le président de la République, consulte après les prises de contact de son émissaire, Kalev Moutonde, le patron des renseignements, pour ne pas le citer. L'initiative divise l'opposition. Orange ira ou ira pas à ce dialogue? Orange reste constant dans son point de vue. Orange, au stade actuel, ne voit pas la nécessité qu'il y ait un dialogue. Parce qu'il s'est dégagé en 2011 une majorité. Cette majorité a la responsabilité de gestion jusqu'en 2016. Et cette majorité devra rendre compte à la population en 2016. Il n'y a pas de crise majeure, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une difficulté qui puisse faire que les gens se mettent ensemble pour sauver la nation. Il n'y a pas. Donc, les institutions sont censées fonctionner normalement. Chacun fasse son travail de manière à ce qu'on atterrisse aux élections. La CENI a publié son calendrier. Il est question que chaque acteur se prépare par rapport à ce calendrier. Orange, au stade actuel, ne trouve pas l'opportunité d'un dialogue. Il reste constant à son point de vue. Et ce dialogue-là, Orange, ça ne l'intéresse pas. Pour beaucoup d'opposants, les élections seront au cœur de ce dialogue, sauf imprévu de dernière minute. Il va falloir aboutir à un calendrier électoral consensuel. Vous n'êtes pas de cet avis, même pas autour vous savez, on ne bâtit pas une nation par de réunions politiciennes. On bâtit une nation par le standard que tout le monde a approuvé. Au stade actuel, nous avons des standards. Les mêmes politiciens qui ont fixé ces standards, et ce sont les mêmes politiciens qui veulent se mettre ensemble pour retoucher ou remodifier ces standards. Il y a un standard. Premier standard, c'est la Constitution qui est mise en place. Deuxième standard, nous avons les organes
qui fonctionnent, les institutions qui fonctionnent. Il y a la CENI, il y a le Parlement, il y a le Sénat, il y a les gouvernements, tout le monde fonctionne. Chacun connaît son cahier de charges, chacun connaît sa responsabilité. Alors, le dialogue entre politiciens, d'abord, c'est un cadre qui n'est pas constitutionnel. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment informel. Orange n'encourage pas ce genre d'activité parce que nous avons eu dans ces pays de dialogues sur des dialogues et nous savons ce dialogue aboutit toujours à une harmonisation, à un règlement de problèmes par rapport à des politiciens. Au stade actuel, on n'a pas besoin de ça. Les institutions fonctionnent, la Constitution est en face de nous. Il faudra que tout le monde, par rapport à sa responsabilité, par rapport à ce que la Constitution dit, puisse s'y conformer. C'est plus simple que ça. Si chacun s'y conforme, il n'y aura même pas besoin qu'on puisse échanger. Autour de quoi? Quels seraient les contenus de ces dialogues? Quel serait l'ordre du jour réel de ces dialogues? J'ai entendu parler du calendrier électoral. Il y a un organe qui gère les élections, c'est la CENI. S'il y a un problème, c'est la CENI qui devrait assumer ses responsabilités, discuter avec les conseils, discuter avec les concernés, les différents acteurs politiques et trouver une solution. Il ne revient pas aux institutions, d'autres institutions, de régler les problèmes relatifs au calendrier électoral. Je pense qu'il y a quand même une cacophonie. Il faudra que chaque acteur politique, chaque politicien rentre dans les standards. C'est dans ces standards-là que nous allons bâtir un grand Congo. C'est dans ces standards que nous allons bâtir une nation où les autres vont nous respecter. Parce que jusqu'à présent, nous ne respectons même pas nos propres engagements, verbaux ou écrits. Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans d'existence. Vous avez déjà 2 rendez-vous manqués, et ce qui fait dire à beaucoup d'opposants que vous êtes une taupe au sein de l'opposition. Ils ne croient pas beaucoup en votre statut d'opposant. Notre statut d'opposant. On s'en fout. Est-ce qu'il est question que les gens croient et acceptent comme beaucoup disent de Caméré qu'il est une taupe au sein de l'opposition, on dit de vous que vous êtes une taupe au sein de l'opposition. Regarde, on n'a pas besoin qu'on puisse croire. Ce qui est important, c'est pas ce que les gens croient et disent que je sois, que nous soyons. La chose la plus importante, c'est ce que nous sommes et ce que le peuple croit que nous sommes. C'est la chose la plus importante. Les actes et les positions politiques comptent aussi. Oui, je sais. Les actes et les positions politiques parlent. Oui, la position politique qui est nôtre actuellement, c'est une position qui est alignée à celle de la population. Et c'est une position qui est alignée à notre identité. C'est une position qui est alignée par rapport au bien-être du Congo. Vous comprenez? Donc, nous ne faisons pas la politique. Le pouvoir, pour nous, ce n'est pas, en soi, ce n'est pas un objectif. Nous considérons le pouvoir comme un moyen. Si l'on considère le pouvoir comme un objectif, on va travailler pour le pouvoir, y rester, y demeurer, mourir dans le pouvoir. Pour nous, nous considérons le pouvoir comme un moyen. On est en train de lutter. Le jour où on va avoir le pouvoir, nous allons implémenter notre vision. Parce que le moyen pour implémenter cette vision, il faut avoir le pouvoir. Et nous allons matérialiser notre vision. Donc, nous prenons des positions, des options objectif, nous ne laissons pas influencer par qui que ce soit et nous le faisons pour le bien-être de notre peuple. C'est la chose la plus importante. Vous y croyez aux élections, les provinciales d'abord, d'ici là, et la présidentielle en 2016? Il ne revient pas de croire, il revient à la CENI de faire son travail. La responsabilité de la CENI est d'organiser les élections selon son calendrier. La responsabilité du gouvernement est de mettre des moyens. Chacun qui ne joue pas son rôle n'a pas été compétent par rapport à la mission que la nation lui a confiée. Donc aujourd'hui, si le gouvernement dit qu'il n'a pas le moyen pour organiser les élections, nous allons constater que le gouvernement mis en place a été incapable depuis 2011 de faire une prévision budgétaire par rapport à une activité de 2016. Donc c'est un gouvernement qui n'a pas été à l'auteur, irresponsable, point barre. Donc nous allons seulement constater, et ces démissions de ces gouvernements, le lendemain de sa déclaration, il devrait en principe démissionner parce qu'il n'est pas à mesure d'accomplir quelque chose prévu 5 ans plus tard. Vous comprenez? Donc, il ne revient pas de croire, il revient à chaque acteur, à chaque organe, à chaque institution de faire son travail. La population, madame, dépense, paye des taxes, des impôts pour payer toutes ces personnes qui font ce travail. Et la même population est en train de vivre dans une misère, la misère la plus profonde qui puisse exister. Et il ne faut pas que ceux qui consomment l'argent du contribuable, qui sont correctement payés, qui font partir de quelques 5 ou 20% des gens qui mènent la meilleure de vie, se retrouvent dans une situation
pour négliger ce dont la population a besoin. Donc c'est leur responsabilité, il leur revient, la CENI, il lui revient d'organiser les élections et le gouvernement, il lui revient de mettre le moyen pour que la CENI organise ces élections. Si le gouvernement n'a pas de moyens, il est responsable. C'est comme un père qui a une famille, quand il se rend compte que les enfants n'ont pas à manger, il sait contacter tel ou tel autre ami. Justement, les bailleurs de fonds, la communauté internationale se montre de plus en plus radine. Parce qu'on ne respecte pas nos engagements. Et la preuve est là, on ne respecte pas. Il y a même la communauté internationale qui avait exigé un calendrier complet pour mettre la main à la poche. C'est une affaire d'échange. En lingala, on dit masolo. C'est une affaire d'échange, dialogue entre partenaires. Une affaire de deal. Deal, voilà, c'est le mot deal, entre partenaires. Si tu es habitué à dealer avec quelqu'un, tu ne rembourses pas l'argent, c'est normal que la personne te tourne les dos. Il nous revient d'être sérieux, responsable, dealer et prendre les engagements qu'il faut et les personnes vont nous accompagner. Dealons, c'est plus simple que ça. Vous avez le sentiment que le président de la République va passer le bâton en 2016 ? Il ne me revient pas d'avoir les sentiments. Il y a des éléments qui peuvent... Non, la Constitution le dit. La Constitution le dit. En 2016, je ne veux même pas... Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les opportunités. Dans la vie, les opportunités n'arrivent pas à tout le monde. Mais quand une opportunité t'arrive, il faut la saisir. C'est quoi une opportunité? Une opportunité, c'est une occasion de faire quelque chose que tout le monde ne fait pas et qui te fasse sortir dans la catégorie des extraordinaires. C'est-à-dire le 20%, selon la loi de Pareto, le 20% que tout le monde ne fait pas. Aujourd'hui, il est noté que tous les pays africains, tous les chefs d'État africains, veulent avoir un troisième mandat et veulent prolonger leur pouvoir et veulent se maintenir au pouvoir. L'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est dire, je devrais être différent, faire autrement. C'est justement ça la vision d'Orange. Nous lançons le réveil d'une génération. Une génération fière de son identité, qui voit les choses différemment, qui fait autrement. Et l'opportunité, c'est de dire, moi, je ferai différemment. Au lieu de faire comme les autres, ça sera les 80%. Moi, j'entre dans les 20%. Je ne fais pas. Et je crois, par rapport à sa personnalité, tel que je le vois, il arrivera à ça. Être dans le 20% pour dire que c'est ce qui est normal, mais ça fera de lui une personne extraordinaire. Parce qu'il va marquer l'histoire, il va écrire une bonne page de l'histoire qu'il a été parmi les rares chefs de l'État qui n'ont pas parlé du troisième mandat. Et c'est une opportunité pour lui. Et c'est mieux qu'il le saisisse. Selon vous, il a déjà fait son temps, mais en partant, en 2016, il va marquer son temps et revenir plus tard parce qu'il est encore jeune. Non, ça, ce sont ses projets. Je ne connais pas ses projets. Peut-être son équipe est informée de ses projets. Moi, j'analyse, j'ai la Constitution en face de moi, j'ai les institutions en face de moi. Je constate que la Constitution dit qu'il faut 2 ans, 2 mandats présidentiels. Il a accompli les 2 mandats. Donc, je constate qu'en tant que responsable, c'est tout à fait normal. C'est lui le garant de la Constitution. C'est tout à fait normal qu'il respecte la même Constitution qui a été promulguée par lui, qu'il a signé. C'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le respecte pas, c'est parce que nous ne respectons pas nos propres engagements. Même nos signatures, on ne les respecte pas. Nos paroles, nous ne les respectons pas. Vous savez, à un certain niveau de responsabilité, la parole donnée vaut. Quand tu fais une déclaration et que le contraire arrive, c'est pourquoi à l'Occident, les gens démissionnent. Mais ici, ça ne tue plus, quoi. Comprenez, Blatter n'a pas démissionné. Bon, c'est une médiocrité qui n'est pas une référence. C'est juste pour rigoler. Il n'a pas démissionné. Oui, évidemment, c'est une activité privée. Et le scandale qui a entaché donc, cette dernière élection à la tête de la FIFA. On termine par les provinciales. Combien de candidats Orange? Nous avons aligné dans la ville de Kinshasa par rapport à notre plan. Nous avons aligné dans 18 provinces, dans les 18 communes. Donc au total, nous avons 28 candidats dans la ville de Kinshasa. Nous allons aller avec cela et nous allons avoir un bon résultat. Alors les élections, c'est aussi une affaire d'argent, hein, de beaucoup d'argent. Hein. Oui. Le parti Orange a assez de ressources pour tous les 28 candidats, ils battent campagne. Déjà au stade actuel, on a réussi à aligner les 28 candidats. Vous savez, les succès, ce n'est pas une affaire seulement de l'argent, c'est d'abord une affaire de là. Là, nous l'avons. Nous avons déjà conçu toutes nos activités, conçu tout notre programme, tout notre planning. On a aligné les 28 candidats. C'est déjà bon, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape que nous sommes en train d'implémenter. Et après les élections, vous allez constater le résultat que nous allons faire parce que nous allons vraiment battre une campagne Orange. Waouh! Il y aura du waouh dans ça.
À l'américaine, des campagnes à l'américaine? Bon, ça sera à la congolaise, mais avec un effet waouh. Ben, ça sera un avant-goût peut-être, hein, pour ceux qui nous suivent, ils veulent bien savoir ce que c'est que ce wow. Non, on peut pas. Les idées, on les a. À chaque étape, on fait sortir toutes ces idées et les amis vont constater, la population va constater et les résultats vont s'en suivre. Donc, nous croyons, par la grâce de Dieu, qu'on arrivera à ces résultats tels que nous sommes en train de nous préparer. Et à la présidentielle de 2016, Orange soutiendra qui? Vous savez, au stade, c'est prématuré au stade actuel. Je n'aimerais pas que vous parliez en termes de qui, parce que nous n'aimons pas trop souvent parler en termes d'individus. C'est vrai, les individus incarnent les idéologies, les pensées. Qui a le profil? Nous voulons avoir quelqu'un qui sera aligné au profil du Congo. Je vous raconte une petite histoire avant que je rêve. Un jour, Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre, se retrouve avec le président Kasavubu. En pleine guerre, on est dans les années 60. Le président Kasavubu lui dit, « Monsieur le Premier ministre, le Congo est trop grand pour nous. » Mais le Premier ministre Lumumba lui dit, « Monsieur le Président, le Congo n'est pas grand, plus grand que nous. Mais le Congo lui manque des hommes grands à la grandeur de son pays. » Vous comprenez? Le profil, on veut avoir un homme qui sera grand, aligné à la dimension de la grandeur du Congo. Parce que le Congo, nous sommes un peuple grand, fort et puissant. Notre identité est cela. Mais la réalité nous ramène dans une médiocrité. Il faudra qu'on puisse avoir un leadership qui soit aligné à la grandeur, à la vocation du Congo, pour amener ce peuple qui est dans cette médiocrité et le ramener là. Et c'est ça la vision du Parti Orange. Et nous voulons implémenter cela. La personne qui sera alignée à la vocation du Congo, c'est cette personne qui pourra gérer les Congos. Et qui ne sera pas écrasé par les Congos, mais il va gérer les Congos. Mais actuellement, nous avons l'impression que les Congos écrasent. On termine peut-être par cette question. J'ignore combien de minutes il nous reste. Beaucoup d'opposants s'étaient servis du nom de Etienne Tshisekedi comme fonds de commerce lors de la campagne électorale en 2011. Ils se sont servis de son effigie. Ça vous tente, même si je sais que vous n'allez pas nous répondre franchement. Non, je veux vous répondre. Même si ça vous tente. Vous savez, nous avons beaucoup de respect pour le président Tshisekedi. Personnellement, je l'ai connu, j'étais trop jeune quand il a commencé sa lutte. Et beaucoup de gens, blague à part, s'inspirent à sa façon de faire, d'agir. Et il y a là beaucoup d'éléments qui puissent nous inspirer. Mais dire que nous allons battre campagne en s'appuyant sur le Fiji de président Tshisekedi, nous n'allons pas le faire. Nous allons nous appuyer sur le fusil Orange. Parce que notre vision, notre plan, notre stratégie n'est pas alignée, n'est pas la même avec celle de l'UDPS. Donc on ne sera pas dans la même stratégie des campagnes. Non, on ne sera pas dans la même stratégie. Le président Tshisekedi a fait un nom. Il a un nom et ces noms-là créent une impulsion. Ils ont l'avantage, c'est vrai, créent une impulsion pour les différents candidats qui, s'ils sont alignés au nom de l'UDPS. Mais du moins, Orange va créer également son nom. Et nous allons travailler dans ce sens. Vous allez constater pendant la campagne, on va pas, mais évidemment, on va pas avoir honte de dire la lutte, la grande lutte qu'a menée cet homme, un grand homme de ce pays, qui est le président Etienne Tshisekedi. Mais on ne se cache pas derrière lui. Lui, l'UDPS a pris l'option sur le dialogue, mais Orange n'est pas dans l'option du dialogue. Vous comprenez que chacun respecte le point de vue de l'autre. Donc c'est un peu ça. Le Parti Orange, 4 ans d'existence seulement, mais déjà à ses débuts, le parti avait un siège sur l'avenue Sayo, à Kasavubu. C'est rare de voir un jeune parti propriétaire de son siège. Vous savez... C'est curieux. C'est la vision. Vous savez, quand on fait une politique, on fait quelque chose, on n'a pas de vision, on va aller tâtonnant, on aura un truc dans une valise, parce qu'en fait, ce qui fait dire à beaucoup que vous avez eu des financements. Financement? Quel financement? On s'organise, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Des bienfaiteurs. Donc, on a des jeunes qui croient en ce que nous faisons. Les mouvements de jeunes, nous nous appuyons sur les jeunes. Et ces jeunes-là, chacun peut donner 1000 francs, 10 dollars, 50, 100 dollars. Ils contribuent, ils croient en ce que nous faisons. La culture de la cotisation dans les partis, elle n'est pas congolaise. Hein. Justement, elle n'est pas congolaise, mais nous avons un minimum d'élites qui croient en ce que nous faisons.
et qui sont dans la discrétion la plus totale. Ce sont des jeunes gens qui sont dans les banques, qui sont dans les sociétés de télécommunications, nous-mêmes, tout le monde, on est ensemble. C'est tout un mouvement. Voilà pourquoi nous disons le réveil d'une génération. Une génération qui est censée voir les choses autrement et faire différemment. Et nous croyons que dans ce pays, les choses vont s'implémenter différemment, autrement. Parce que nous sommes fiers de notre identité et nous croyons qu'il est temps pour que nous puissions changer les choses. Fayou Dodoboni, président du Parti Orange, on a terminé une conclusion avant qu'on se quitte. La conclusion, c'est que j'aimerais dire à la population congolaise, nous sommes un peuple grand, fort et puissant. Quelle que soit la médiocrité qui nous tire vers le bas, rassurons-nous et restons alignés à notre identité de la grandeur. Et rassurons-nous de l'arrivée, du réveil d'une nouvelle génération qui est implémentée par le Parti Orange, qui va nous remettre dans notre identité de la grandeur. Ensemble, nous pouvons et ensemble, nous devons. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau de débriefing. Président du Parti Orange, Fayou Dodoboni, un parti d'opposition. Le public va désormais s'habituer, se familiariser avec votre parti parce que vous promettez de mener une campagne de communication pour que le parti soit un peu plus connu et sorte de son silence. La campagne électorale approche. On vous verra un peu plus souvent sur B1, ailleurs et sur le terrain parce que vous dites que vous êtes un parti de terrain avec énormément de militants. On va peut-être voir ça d'ici là lors de vos prochains rassemblements, de vos prochains meetings pour nous rendre compte par nous-mêmes que vous avez effectivement du monde avec vous. Vous êtes également architecte, patron d'un cabinet d'architectes, candidat député provincial commune de Ngalima dans la capitale Kinshasa. C'en est fini pour ce débriefing. Je vous retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, en rediffusion, cette émission, demain jeudi à 8h30. Au revoir.